L'une d'entre elles nécessite que les hommes qui désirent continuer à vivre sur leur planète y soient particulièrement attentifs. La Terre a-t-elle vraiment rendez-vous tous les 26 millions d'années avec une catastrophe qui provoque l'extinction de nombreuses espèces? Et dans ce cas, quelle est l'origine de ce cataclysme qui se reproduit périodiquement? Vous avez une énorme explosion qui détruit tout à des milliers de kilomètres à la ronde. Dans un premier temps, il y a une onde de choc, un véritable tsunami. Les températures sont extrêmement élevées. Des incendies se déclarent sur toute la surface du globe. Puis vient l'obscurité. Il y a plusieurs millions d'années, d'énormes objets ont frappé la Terre et provoqué de véritables désastres. C'est un impact survenu en mer, à proximité de la péninsule du Yucatan, qui serait à l'origine de la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années. Mais ce n'était pas la première extinction de masse, et ce ne sera probablement pas la dernière. Ce n'était pas la plus importante de tous les temps. Cette extinction s'est produite au cours de l'époque permienne. À ce moment-là, 95% des espèces océaniques et 80% des espèces terrestres ont disparu. Des événements aussi dramatiques s'étaient déjà produits. Certains spécialistes pensent que ces phases de destruction ont lieu régulièrement, selon un calendrier précis. Certains paléontologues ont découvert un phénomène assez étrange. Ils se sont aperçus que les grandes extinctions, comme celle qui est à l'origine de la disparition des dinosaures, ne sont pas survenues de façon aléatoire. Elles semblent se produire selon un schéma régulier. C'est très surprenant. Ce phénomène apparaît tous les 26 millions d'années. Cela nécessite une explication. L'astrophysicien Richard Muller pense que ce cataclysme périodique pourrait s'expliquer par la présence d'une étoile naine très peu lumineuse, située en embuscade sur les bords du système solaire. Une étoile qu'il a appelée Némésis. Selon sa théorie, Némésis serait un compagnon du Soleil qui n'aurait pas encore été découvert. Elle serait à une distance d'1 à 3 années-lumière du centre du système solaire et se déplacerait selon une orbite elliptique excentrique. Quand Némésis, tous les 26 millions d'années, arrive au plus près du Soleil, son orbite traverse le nuage de Oort, qui est une assemblée de comètes entourant le système solaire et formant comme sa frontière. C'est au cours de cette phase que le système solaire devient particulièrement chaotique. À ce moment-là, Némésis est très proche des comètes et elle perturbe leurs orbites. Selon la théorie de Muller, la perturbation gravitationnelle provoquée par cette petite étoile amène les comètes qui étaient restées longtemps tranquilles à partir à la dérive dans le nuage de Oort. Poussées vers le Soleil par la force de gravitation, des millions de comètes sont ainsi projetées à travers le système solaire. Inévitablement, une poignée d'entre elles croise le chemin de la Terre et entre en collision avec elle, provoquant ainsi des extinctions massives. L'affirmation que le Soleil possède un compagnon que l'on n'aurait pas encore découvert est sujette à controverse. De nombreux spécialistes pensent que le Soleil est une étoile solitaire, qui n'a pas de compagnon. Mais dans l'univers, la plupart des étoiles assemblées par la force de gravitation forment un système binaire, voire ternaire. La majorité des étoiles de notre galaxie fait partie de systèmes de 2 ou 3 étoiles.
Donc, l'idée que le Soleil pourrait être un élément d'un système binaire n'est pas insensée. C'est même une hypothèse intéressante. En admettant qu'en effet le Soleil appartienne à un système binaire, jamais on n'a observé une aussi grande distance entre deux compagnons que ce que suggère l'hypothèse de Muller à propos du Soleil et de Némésis. Muller avait besoin d'une preuve de l'existence de Némésis. En 1997, une équipe du Jet Propulsion Laboratory de la NASA possède enfin les moyens technologiques qui doivent lui permettre d'élucider la question. Équipés de rayons infrarouges, les chercheurs de l'Université du Massachusetts sont chargés d'effectuer un relevé du ciel qu'on va appeler le TOUMAS et de découvrir des étoiles jusque-là inconnues. Ce programme était destiné à localiser des corps célestes encore inconnus dans notre galaxie et sur ses bords. Il devait aussi les dater. Il prit pour cela plus de 2 millions d'images. Si Némésis se trouvait quelque part, on aurait dû la repérer. Mais rien n'a été détecté qui corresponde à la description de Muller. Nous avons cherché avec beaucoup d'attention cette étoile, Némésis, et nous ne l'avons trouvée nulle part. Mais Muller n'est pas surpris que la mission TOUMAS n'ait pas trouvé sa Némésis. Si Némésis est une étoile brillante comme le Soleil, il doit y avoir entre eux une distance de près d'une année-lumière, afin que l'orbite de Némésis dure 26 millions d'années. Son mouvement est très faible. Il n'est donc pas étonnant qu'elle ait échappé aux chercheurs d'étoiles conventionnelles. Il se peut aussi que Némésis soit une naine brune. Ces étoiles sont beaucoup plus petites que les naines rouges et possèdent une orbite très excentrique. Une naine brune se déplacerait la plupart du temps loin de la Terre, hors de portée du regard des astronomes. Si c'est le cas, Némésis pourrait tout à fait avoir échappé au radar de l'opération TOUMAS. Richard Muller continue ses recherches. Il a maintenant un projet d'étude encore plus précis. Et il pense que la découverte de Némésis n'est qu'une question de temps. Il y a une foule d'étoiles dans l'univers, il y en a des millions. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais nous trouverons un objet qui ressemble à Némésis. Nous en mesurerons l'orbite et nous prouverons qu'il s'agit bien d'elle. Parmi toutes les énigmes de l'univers, la plus séduisante et la plus controversée est peut-être la possibilité de voyager à travers le temps. Pouvons-nous réellement retourner dans le passé? Pouvons-nous changer notre destin? C'est une des grandes questions qui se posent à nous. En 1955, Ronald Mallett n'avait que 10 ans quand son père meurt d'une crise cardiaque. Dévasté par la douleur, le jeune garçon cherche un moyen de revoir son père et peut-être cette fois de lui sauver la vie. Un an après sa mort, je suis tombé sur le livre de Wells, La machine à explorer le temps, et cela m'a sauvé. Je me suis dit que si je parvenais à construire la machine dont parlait l'auteur, je pourrais retourner dans le passé, essayer de revoir mon père et le sauver. C'est devenu une obsession. Il fallait que je construise cette machine. Messieurs, il s'agit de voyager dans le temps. La machine à explorer le temps est une œuvre de fiction. Mais Ronald Mallett découvre bientôt qu'une branche de la science soutient l'hypothèse du voyage dans le temps. Et la principale figure dans ce domaine n'est nul autre qu'Albert Einstein. Einstein a élaboré une théorie selon laquelle l'espace et le temps sont liés. L'espace-temps serait comme un tissu ou une feuille de papier. Selon la théorie de la relativité générale,
un objet massif tel une planète, une étoile ou un trou noir déformerait le tissu de l'espace et du temps. En fait, Einstein pensait que la gravitation, la force qui nous lie à la Terre et qui maintient la Terre dans l'orbite du Soleil, n'est qu'un effet de cette déformation. Pour Ronald Mallett, cette idée d'un univers qui se déforme possède des implications assez magiques. En effet, si on arrive à générer suffisamment d'énergie pour tordre le temps et former une boucle, on pourrait peut-être créer un passage qui permettrait d'aller dans le futur et dans le passé. La théorie d'Einstein nourrit la quête de Ronald Mallett, qui veut apprendre à construire sa propre machine à remonter le temps. Mais à l'époque, il ne peut pas s'en ouvrir auprès de spécialistes. Il ne serait pas pris au sérieux. En réalité, j'ai travaillé sur un autre sujet, les trous noirs. Ils m'ont permis de comprendre comment la théorie d'Einstein s'appliquait au temps et à toute notre réalité. C'est une idée folle, mais elle était respectée. J'ai bâti ma carrière en étudiant ce domaine et en étant capable d'utiliser la théorie de la relativité générale d'Einstein. Les trous noirs, rémanents massifs d'une étoile qui s'est effondrée, ont une force gravitationnelle qui peut leur permettre de distordre l'espace-temps, ce qui est exactement ce que Ronald Mallett voulait faire. Mais comment pouvait-il créer en laboratoire un impact qui génère suffisamment de matière pour déformer l'espace-temps? Pour trouver l'inspiration, Mallett se tourne de nouveau vers Einstein et vers son équation la plus célèbre, E égale mc2. Qui montre que la matière et l'énergie sont des formes différentes de la même chose. Si l'on suit la théorie d'Einstein, la lumière qui est de l'énergie devrait pouvoir déformer l'espace-temps comme le fait un objet qui a une masse. Nous sommes habitués à l'idée selon laquelle la force de gravitation est créée par la matière. Mais selon la théorie d'Einstein, la lumière peut créer de la gravitation. C'est là-dessus que se base mon travail. En d'autres termes, si la gravitation peut affecter le temps et que la lumière peut créer la gravitation, la lumière peut affecter le temps. Mallett a construit une maquette pour démontrer la validité de son concept. Un rayon laser circulaire peut créer un courant de lumière qui tord de l'espace-temps. On a 4 rayons laser qui s'entrecroisent. L'espace à l'intérieur de cette colonne de lumière représenterait l'endroit où l'espace subit une torsion. Et si le temps était tordu par cette colonne de lumière, eh bien cela nous permettrait de retourner dans le passé. Le premier voyageur devrait être plus petit qu'un être humain. Ce pourrait être des particules subatomiques comme le neutron. Ce que nous essayons de faire, c'est que l'être humain puisse envoyer à travers ces particules un certain nombre d'informations. Cela peut avoir d'immenses implications. Imaginez que nous puissions envoyer des informations dans le passé. Cela pourrait nous renseigner sur de futurs désastres et nous serions capables de les éviter. Pour comprendre comment le rayon laser circulaire peut tordre l'espace-temps, faisons une comparaison grâce à cette tasse de café. Le café qui est dans cette tasse est comme un espace vide, et cette cuillère sera le laser circulaire. Que se passe-t-il quand la cuillère tourne le café? Il se met à tourner. C'est ce que fait le rayon laser avec l'espace vide, et nous pouvons en voir l'effet. Plus nous tournons vite, plus le café est projeté vers les bords. Dans le cas du laser, dont le rayon est circulaire, nous plaçons une particule, un neutron, à l'intérieur. Et on voit comment, dans cet espace, le neutron est projeté vers l'extérieur comme l'était le café précédemment. Maintenant, souvenez-vous que l'espace et le temps sont liés. Donc cet espace déformé va provoquer une déformation du temps qui ira jusqu'à créer une boucle.
Et grâce à cette boucle de temps, nous pourrons aller dans le passé, dans le futur et revenir dans le passé. La science-fiction a décrit des machines à explorer le temps qui permettent de voyager librement dans le futur et dans le passé. Mais selon Mallett, on ne pourrait remonter que jusqu'au moment où la machine a été mise en marche pour la première fois. Si je mets l'appareil en marche aujourd'hui et que je le laisse allumer pour des siècles, quelqu'un pourra, dans 100 ans, voyager 75 ans en arrière, ou 50 ou 25. Il pourra remonter jusqu'au moment où j'ai fait démarrer l'appareil, mais pas avant, puisqu'avant, il n'avait pas d'appareil, et que c'est lui qui crée ce passage. Autrement, le voyageur n'aurait pas la possibilité de se matérialiser à l'intérieur. Cette restriction signifie que la machine à explorer le temps de Ronald Mallett ne lui permettrait pas de remonter jusqu'en 1955 pour sauver son père. Pour y arriver, il faudrait disposer d'une technologie venue d'un autre monde. Pourquoi une civilisation extraterrestre avancée n'aurait-elle pas mis en marche il y a des milliers d'années une machine à explorer le temps ? Nous pourrions alors utiliser leur technique pour retourner visiter notre passé le plus ancien. Même si nous avions su voyager dans le temps il y a plusieurs siècles, nous serions toujours face à la même limite. Mais si nous rencontrons d'autres civilisations avancées, nous pourrons peut-être aller visiter l'Égypte ancienne et la Rome antique. Pour l'instant, Ronald Mallett se consacre à la construction de sa machine à explorer le temps. Ce projet exige de rassembler 250 000 $ simplement pour démarrer. Mais l'argent n'est qu'un des obstacles que rencontre tout physicien qui ose s'attaquer au problème du voyage dans le temps. Beaucoup pensent que ce projet est impossible et invoquent par exemple ce qu'on appelle le paradoxe du grand-père. Imaginez, vous remontez dans le passé et vous tuez votre grand-père avant qu'il ne rencontre votre grand-mère. Dans ce cas, vous n'auriez jamais pu naître. Donc il ne vous serait plus possible de revenir dans le présent. Une boucle est créée de ce qui est possible et impossible, et de ce qui s'est passé et de ce qui ne peut plus se passer. Mais selon Ronald Mallett, les progrès récents de la physique permettent de penser que ce paradoxe ne constitue pas vraiment un problème. De nombreux physiciens à l'heure actuelle sont convaincus que notre univers n'est qu'un des nombreux univers parallèles existants. Donc en retournant dans le passé, nous pourrions entrer dans un univers parallèle ou changer certains événements anciens sans affecter l'univers présent. Nous pensons que le fleuve du temps peut connaître des tourbillons. Grâce à eux, vous pourriez remonter dans le passé et rencontrer vos parents avant même votre naissance, ou vous partager entre deux courants et changer le passé pour créer un univers alternatif. Aujourd'hui, ces théories sont à la pointe de la physique moderne. Ronald Mallett pense que dans quelques siècles, nous pourrons sans doute voyager dans le temps. Mais il sera trop tard pour qu'il puisse retourner sauver son père. Rappelez-vous que cet espace est présent tout autour de nous. Malgré tout, il a peut-être ouvert aux générations futures une porte vers un nouveau monde. Cela m'a permis de partager quelque chose avec les autres, ce que je n'avais jamais pu faire avant. Mon travail est comme un monument que j'élève à mon père et qui lui correspond bien. J'ai été capable d'accomplir cela et cette idée me console. À la naissance de l'univers, les spécialistes pensent qu'il n'était pas uniquement composé de la matière qui aujourd'hui constitue tout ce qui nous entoure.
Selon eux, il existait une quantité presque équivalente d'antimatière, une jumelle de la matière, maléfique et insaisissable. Si on remonte au tout début de l'univers, il s'avère qu'il était fait de matière et d'antimatière. À chaque particule correspondait une antiparticule. Cela semble un peu fou et pourtant c'est la réalité. L'antimatière n'est pas de la science-fiction. Mais qu'est donc cette mystérieuse antimatière et où est-elle passée? L'antimatière est exactement comme la matière. Simplement, elle possède une charge complètement différente. La matière est composée d'atomes, faits de particules subatomiques, comme les électrons chargés négativement et les protons chargés positivement. L'antimatière représente exactement le contraire. Ces deux éléments ont la même masse, mais des charges électriques opposées. Le proton est une particule chargée positivement, c'est le noyau de l'atome. L'antiproton serait donc un proton chargé négativement, qui aurait la même masse que le proton. Dans l'univers, les particules et les antiparticules sont poussées les unes vers les autres. On pourrait croire qu'elles sont dans une relation vouée à l'éternité. Mais à chaque fois que la matière entre en contact avec l'antimatière, la réaction est la même. Elles s'anéantissent l'une l'autre. Imaginez deux vaisseaux spatiaux lancés à toute allure à travers l'espace vers une collision inévitable. L'un est fait de matière régulière. L'autre est un vaisseau d'antimatière construit par une ancienne civilisation extraterrestre. Le choc serait spectaculaire et les enquêteurs envoyés sur ce crash cosmique n'auraient aucun débris à examiner. La matière et l'antimatière disparaissent, il n'y a plus rien. Mais l'énergie, elle, ne disparaît pas. Elle émerge à nouveau sous forme de deux rayons gamma pleins d'énergie, les photons. La quantité d'énergie renfermée dans une si petite masse est assez stupéfiante. Si vous prenez de la matière et de l'antimatière et que vous les combinez, le résultat est explosif. L'une des plus grandes sources d'énergie de l'univers est la collision de matière et d'antimatière. Ne mettez jamais d'antimatière dans votre poche si vous êtes conscient de ce qui est bon pour vous. L'antimatière est très volatile, et dans sa rencontre avec la matière, elle pourrait être une source phénoménale d'énergie si nous savions comment l'exploiter. Pour avoir une idée de la quantité d'énergie emmagasinée dans la matière, imaginez un instant que ces deux poignées de sable soient l'une de la matière et l'autre de l'antimatière, et que vous les mettiez ensemble. Elles s'anéantiraient en produisant de l'énergie. En quelle quantité? Assez pour fournir de l'électricité à toute la Californie pendant une semaine. La plus grande énigme qui entoure l'antimatière est la suivante. S'il y avait des quantités à peu près égales de matière et d'antimatière au début de l'univers, où est passée aujourd'hui l'antimatière? Une des plus grandes énigmes de l'univers concerne notre jumelle maléfique, l'antimatière. Que lui est-il arrivé? Où que nous regardions dans les cieux, nous voyons de la matière, mais pas d'antimatière. Il y en a juste une petite quantité qui sort du centre de la Voie lactée. Pourquoi l'univers semble-t-il être fait entièrement de matière et pourquoi n'y voit-on guère d'antimatière? C'est un mystère. Je ne pense pas que l'on puisse jamais l'élucider. Et pourtant, notre esprit a besoin d'explications. Peut-être y avait-il un peu plus de matière que d'antimatière lorsque l'univers est né. Quand les particules et les antiparticules sont entrées en collision, elles se sont livrées à un combat sans merci, et seul un petit pourcentage de matière a survécu. Ces particules représentent les vétérans de notre plus vieux champ de bataille. Pour 1 milliard d'antiprotons, nous avons besoin d'1 milliard et 1 proton. Le milliard d'antiprotons détruit le milliard de protons.
Et il nous reste un proton. Et ce reliquat, c'est nous. Nous sommes les vestiges de cette gigantesque explosion d'énergie provoquée par la collision entre la matière et l'antimatière à cet instant donné. Les théories les plus avancées ne peuvent expliquer pourquoi il y avait au départ ce déséquilibre entre la matière et l'antimatière. Mais si cela n'avait pas été le cas, nous ne serions pas ici. La matière l'a emporté et a fabriqué tout ce que nous voyons autour de nous. Mais pourrait-il exister des galaxies lointaines ou des régions de l'espace où l'antimatière serait prépondérante ? Il se peut que des galaxies soient composées à 99% d'antimatière, de même que la nôtre n'est que matière. Et si une galaxie d'antimatière fonçait sur une galaxie de matière, il y aurait une explosion où elles seraient toutes les deux réduites à néant dans un éclair éblouissant de lumière et d'énergie. Aussi étrange que cela paraisse, les spécialistes ont appris à créer de l'antimatière en laboratoire, dans des accélérateurs à usage médical. Des particules d'antimatière issues de matériaux radioactifs sont injectées dans le corps pour effectuer une tomographie du cerveau. C'est ce qu'on appelle un PET scan. Beaucoup de gens ne réalisent pas que quand ils vont à l'hôpital pour un PET scan, on leur injecte une source d'antimatière. Le P de PET correspond à positrons. Or, les positrons sont des anti-électrons. On les injecte dans une partie du corps et on essaie de comprendre ce qui s'y passe. Quand un positron trouve un électron, très vite, ils s'annihilent entre eux. Les rayons gamma quittent le corps et sont alors détectés. Ils se concentrent dans une partie du cerveau où il y a une activité mentale. Ensuite, nous pouvons détecter l'émission de radiation de positrons. Cela permet aux tomographies du cerveau de nous présenter des photos magnifiques du cerveau en train de penser. Et c'est l'antimatière qui permet cela. L'antimatière a permis de percer les secrets du cerveau humain, qui doit à son tour comprendre l'énigme de l'antimatière. Nous ne savons pas pourquoi l'univers est fait de matière et d'antimatière. Mais rien qu'en posant la question, nous avançons déjà. Chaque chose en son temps. Comme beaucoup d'énigmes dans cet univers en évolution permanente, l'antimatière continue pour l'instant à appartenir au royaume de l'inexpliqué. Mars a toujours eu partie liée avec le mystère. Mais l'énigme la plus intrigante de la planète rouge n'a rien à voir avec des envahisseurs extraterrestres. D'après certaines preuves scientifiques, Mars autrefois ressemblait à la Terre, car elle possédait un élément clé pour que la vie puisse exister, l'eau. L'eau existe en abondance sur Mars. Nous trouvons des preuves de l'existence de courants et un tout petit peu de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Il y a même des paysages qui ressemblent à d'anciennes vallées fluviales et à des plaines alluviales. C'était autrefois une planète tropicale avec des océans et des mers. Mais toute cette eau a disparu. Comment l'eau sur Mars a-t-elle pu ainsi s'évanouir? Et pourquoi? Les astronomes unissent leurs efforts pour résoudre cette énigme. Certains indices géologiques, collectés par les missions spatiales, laissent penser qu'il y a 3,5 milliards d'années, la surface de Mars aurait changé de façon radicale. La planète, autrefois tempérée, serait alors devenue un endroit glacial, sec, d'où l'eau avait disparu. Mais cela ne nous indique pas où cette eau était localisée, ni pourquoi elle s'est évaporée.
Mars n'a plus d'eau depuis très longtemps. Je veux dire depuis des milliards d'années. Et les indices qui nous permettraient de savoir où elle est passée ont disparu depuis longtemps. Une série d'événements semble avoir changé radicalement le paysage de Mars. La planète a connu une période volcanique intense, au cours de laquelle la lave s'est répandue à la surface. Quand cette phase s'est achevée, le cœur de fer en fusion s'est solidifié. Les spécialistes ignorent pourquoi, mais très vite ensuite, Mars a perdu son champ magnétique et sa couche protectrice d'ozone. L'atmosphère était exposée à des vents solaires produits par le Soleil qui étaient assez puissants. Durant des millions d'années, les vents solaires ont balayé sauvagement la planète et décapé toute l'atmosphère qui pouvait rester. Mais la vapeur d'eau tombée autrefois sous forme de neige et de pluie a échappé au petit champ gravitationnel de la planète. L'eau est apportée dans l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau. Elle est bombardée par des rayons ultraviolets qui peuvent diviser l'eau, H2O, en hydrogène et oxygène. L'hydrogène, qui est le gaz le plus léger que l'on connaisse, dérive jusqu'à la limite extérieure de l'atmosphère. Et là, il est balayé par les vents solaires. Une autre théorie pour expliquer la disparition de l'eau martienne évoque une menace venue de l'extérieur de la planète. On sait qu'au cours des premières années du système solaire, Mars se trouvait sur un trajet extrêmement dangereux. Il y a environ 3,9 milliards d'années, il s'est produit un événement appelé le Grand Bombardement. Il est possible qu'à ce moment-là, la planète ait été la cible de nombreuses chutes de météores. En même temps, du matériau et une partie de l'atmosphère auraient été éjectés en dehors du champ gravitationnel. Imaginez que nous ayons ici un astéroïde, mais qu'il ait la taille d'une montagne. Maintenant, voici qu'il file dans l'espace à très grande vitesse. Nous parlons ici de dizaines de milliers de kilomètres par heure. Admettons donc qu'il fonce comme une flèche et... il est isolé dans l'espace. Une partie va s'effondrer, une autre va se transformer en gaz atmosphérique qui s'éparpilleront dans l'espace et qui seront perdus. Une autre réponse à cette énigme martienne est peut-être cachée dans les profondeurs de la planète rouge. Une partie de son eau s'est combinée avec du dioxyde de carbone pour former les calottes polaires glacées, épaisses de 3 km, ainsi qu'un permafrost qui couvre une grande partie de la surface de Mars. Et nous avons la preuve que de l'eau coule toujours sous la glace. La plus grande partie de l'eau martienne s'est enfoncée sous la surface. Une certaine quantité a sans doute migré à des profondeurs où la température est assez élevée pour qu'elle puisse demeurer à l'état liquide. Dans un environnement plus froid, l'eau a gelé en une cryosphère. Et la surface s'est desséchée, car après avoir traversé le sol, l'eau s'est évaporée dans l'atmosphère. Peter Smith, spécialiste de l'Université d'Arizona, est très impatient de résoudre l'énigme de la disparition de l'eau sur Mars. Voilà. Je creuse ici pour vous montrer ce qui se passe quand on arrive en dessous de la toute première couche qui compose la surface et qu'on descend encore un peu. Parce que c'est exactement ce que nous allons faire sur Mars. Peter Smith est le principal chercheur de la NASA pour la mission Phoenix sur Mars. Cette sonde robotique n'a qu'un seul objectif, se poser sur Mars et suivre la trace de l'eau. Qu'est-il arrivé à cette eau? Elle a pu geler et se transformer en de la glace souterraine ou en eau liquide au sein d'aquifères. C'est ce que nous allons chercher en utilisant des ondes radio, des radars, afin de pénétrer la surface et de localiser ces réservoirs d'eau. Smith pense que cette étendue dans les environs de Wilcox, dans l'Arizona,
ressemble à ce que les spécialistes trouveront en grattant la surface martienne. La surface est salée et desséchée, mais à 12 cm de profondeur, on trouve une argile très humide qui est comme un réservoir d'eau. C'est un véritable écosystème qui entretient la vie dans ces argiles et ces sols humides. Quand il pleut, l'eau reste en surface et l'on peut observer de petites flaques où sont emprisonnées des crevettes que l'on retrouve aussi dans le sol. Nous pensons que dans certaines régions de Mars, on trouve la même chose sous la surface, en particulier dans la zone de permafrost. Pourrions-nous découvrir un écosystème semblable aux alentours de la glace qui a fondu avec les changements de climat? Et pourrait-il abriter certaines formes de vie martienne? Certains pensent que la vie sur Terre trouve son origine sur Mars. Mais les changements survenus sur la planète rouge présagent peut-être de notre avenir. Si cette hypothèse est vraie, en trouvant de l'eau sur la planète rouge, nous découvrirons peut-être nos origines cosmiques et notre avenir. En ce qui concerne notre univers, nos connaissances seront bientôt dépassées par ce que nous avons encore à apprendre. Mais il nous reste à résoudre la plus grande de toutes les énigmes de l'univers. Y avait-il quelque chose avant le Big Bang? Ou est-il réellement au commencement de tout? Et dans ce cas, quelle est l'étincelle qui a tout déclenché? C'est le plus grand mystère de toute la science. Qu'est-ce qui a déclenché la création elle-même? Il y a une immense faille dans la théorie du Big Bang. C'est que nous n'avons aucun indice sur ce qui a bien pu déclencher le Big Bang. Le Big Bang est un modèle cosmique, élaboré pour expliquer la naissance de notre univers il y a 13,5 milliards d'années. Nous avons pu retracer toute son évolution jusqu'à ce moment-là. Au départ, il semble y avoir un point mystérieux qu'on appelle la singularité initiale. Tout cela est mystérieux et de nombreuses questions restent sans réponse. Mais cela constitue un bon point de départ. Cependant, nos instruments scientifiques restent aveugles et sourds pour la période située avant le Big Bang, si toutefois elle a jamais existé. La singularité est comme un horizon, au-delà duquel nous sommes incapables de voir. Au moment de la création, le temps est apparu en même temps que l'espace et que la matière. Le Big Bang correspond bien à un événement de ce type. Et il est impossible de savoir ce qui a bien pu se passer avant cela. Pourtant, les hypothèses scientifiques sur l'avant-Big Bang suscitent l'attention des plus grands esprits de l'astrophysique. Certains théoriciens pensent que notre univers fait l'expérience de grands Big Bang à intervalles réguliers. Selon ce modèle cyclique, tous les billions d'années, il y a un Big Bang après lequel l'univers se développe pour s'effondrer ensuite de nouveau et céder la place à un nouveau Big Bang. Il existe des voies intéressantes qui peuvent nous mener à l'histoire de l'univers antérieur. La fin d'un univers peut générer le début d'un autre. Il se peut qu'il n'y ait jamais rien eu d'antérieur au Big Bang et qu'il n'y ait jamais eu non plus de créateur. Mais nous sommes peut-être plus proches que nous le croyons d'une explication de cet avant-Big Bang. Les réverbérations cosmiques du Big Bang font encore écho dans l'univers et détiennent peut-être la réponse à notre question
Qu'y avait-il avant la singularité? C'est grâce à ces ondes que nous comprenons aujourd'hui l'univers. Au début, un petit coup donne un élan à l'univers, comme lorsque je frappe sur ce pot. Il se forme alors une onde permanente. Nous cherchons aujourd'hui des dessins symétriques dans les radiations cosmiques. Nous envoyons nos satellites, nous observons la radiation, les ondes symétriques permanentes. Une nouvelle génération de détecteurs d'ondes de gravitation sera lancée au cours de la prochaine décennie dans l'espace extérieur au système solaire. Ils seront équipés de rayons laser. Toute onde de choc née à l'instant de la création fera trembler légèrement ces rayons laser et on pourra enregistrer les vibrations laissées par le Big Bang lui-même. C'est pour cela que j'ai confiance. Je suis certain que dans les décennies à venir, nous aurons des preuves non seulement du Big Bang, mais de ce qu'était la période avant le Big Bang. Ces lasers détermineront aussi sans doute les sources d'énergie et le mécanisme à l'origine du Big Bang. Si nous ne luttons pas pour résoudre le plus grand de tous ces mystères, comment pouvons-nous espérer comprendre l'univers? Si nous obtenons une réponse à cette énigme, cela suscitera plus de questions encore. Nous faisons des progrès. Certains mystères peuvent être résolus, mais il y aura toujours de nouvelles énigmes. Nous sommes un produit de l'univers qui attend de se comprendre lui-même. Telle est ma conception de notre place dans l'univers. C'est pourquoi il est si difficile de comprendre tout cela. Mais ce n'est pas impossible. L'univers est en évolution constante. Mais les lois de la physique, elles, sont immuables. Elles ne changent pas. C'est ce qui nous fait espérer que, sortis de ce chaos, nous pourrons expliquer comment tout a débuté. Il faut nous résoudre à ce que, dans un univers en perpétuel changement, certaines énigmes demeurent inexpliquées. Mais nous sommes de plus en plus près de découvrir la clé des anciens secrets, la clé de notre passé et celle de notre chemin vers le futur. La science donne un sens à tous les phénomènes et il lui reste beaucoup à découvrir sur les énigmes de notre vaste univers.